Joyeux anniversaire au meilleur fils du monde. La voix de ma mère a jailli de mon téléphone lorsque j'ai ouvert Instagram par inadvertance. La vidéo montrait mon frère Ryan en train de souffler les bougies d'un énorme gâteau, entouré d'au moins 40 personnes dans le salon de mes parents. Je reconnaissais chaque visage. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des camarades de fac. Même le voisin ennuyeux d'accent grave côté était là, souriant et applaudissant. Tous célébraient le 30e anniversaire de Ryan, le fils chéri de la famille. Tous sauf moi. Ma tasse de café m'a glissé des doigts et s'est brisée sur le sol de ma cuisine. Les morceaux se sont éparpillés, mais je ne l'ai presque pas remarqué. Mes yeux sont restés fixés sur l'écran, comptant méthodiquement chaque personne, comme si le nombre pouvait changer si j'essayais à nouveau. Une fête méticuleusement planifiée. Une décoration professionnelle. Une table d'apéritif élaborée. Tout avait été organisé des semaines, voire des mois à l'avance. Une célébration dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à cet instant précis. La douleur était d'autant plus vive que le mois dernier, j'avais envoyé à Ryan une carte d'anniversaire faite main que j'avais spécialement créée pour lui. Des fleurs pressées de mon jardin sur le balcon. Je lui avais même proposé de concevoir gratuitement des supports graphiques pour tous les événements qu'il souhaitait. Un cadeau d'un frère à l'autre. Mon appartement à Seattle m'a soudain semblé froid, malgré le soleil de l'après-midi qui entrait par les fenêtres. La lumière qui me réchauffait quelques minutes auparavant semblait désormais dure, révélatrice. À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas seulement été oublié. J'avais été délibérément effacé. Je m'appelle Nolan et, à 28 ans, j'ai découvert que ma propre famille me considérait comme un problème à éviter. Mais alors qu'ils pensaient que m'exclure serait simple et sans conséquence, ils ne savaient pas qu'ils venaient de réveiller en moi quelque chose qui était resté endormi trop longtemps. Les souvenirs m'ont envahi comme une marée implacable. Le dernier Thanksgiving m'est revenu à l'esprit. La voix de ma mère résonnait dans la salle à manger alors qu'elle félicitait Ryan pour sa récente promotion à la banque. Directrice régionale à 29 ans, elle avait annoncé, rayonnante de fierté pour son plus jeune fils. J'ai toujours su qu'il irait loin. Puis son regard s'est tourné vers moi, son sourire s'est effacé. Et Nolan continue à faire ses petits logos. Ces petits logos qui ont payé cet appartement. Ces petits logos qui ont construit un portefeuille de clients comprenant 3 marques nationales. Mes parents sont restés assis, acquiesçant silencieusement, tandis que mes proches présentaient Ryan comme le brillant devant moi. Même lorsque j'ai mentionné le montant de la compte de mon appartement, 150 000 $ que j'avais économisé en 7 ans, la conversation est rapidement revenue sur la nouvelle voiture de Ryan. Mes mains tremblaient lorsque j'ai repris le téléphone. J'ai trouvé le numéro de ma mère et j'ai composé le numéro avant de pouvoir me convaincre du contraire. Elle a répondu à la 4e sonnerie. « Nolan, tout va bien. » Sa voix avait cette note familière d'inquiétude teintée de jugement, comme si elle avait déjà décidé que la raison pour laquelle je l'appelais était exagérée. Il y a eu une fête d'anniversaire pour Ryan hier. Ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru. Tout le monde était là. Pourquoi je n'ai pas été invité? Un long silence s'est installé entre nous, puis un soupir. Ah, ça. Eh bien, on trouve que tu fais toujours tout tourner autour de toi. Ryan mérite sa journée spéciale. L'accusation m'a frappé comme une gifle. Tout ramené à moi. Quand ai-je fait cela? S'il te plaît, ne commence pas, Nolan. C'est exactement ce que nous voulions éviter. Ton frère mérite d'être célébré sans drame. Je me suis redressé, soudain conscient que mes épaules étaient voûtées. Mon corps se faisait instinctivement plus petit. Alors je suis dramatique maintenant. C'est ce que vous pensez de moi. Ce n'est pas personnel, Nolan. Ce n'est pas personnel. Les mêmes mots que ma mère utilise chaque fois qu'elle veut écarter mes sentiments. Ma main libre a cessé de trembler. Un calme étrange m'a envahi lorsque j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu. C'était délibéré, planifié, dégoûtant. Je vais appeler Ryan. Nolan, ne fais pas ça. La voix de ma mère s'est élevée, alarmée, mais j'avais déjà raccroché. Mais tandis que je composais le numéro de mon frère, une prise de conscience cristalline a pris forme dans mon esprit. S'il voulait me traiter comme un problème, il était peut-être temps que je me comporte comme la solution qu'il n'avait jamais espérée. Si vous ressentez la même révolte que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette histoire d'exclusion familiale se transforme en quelque chose de beaucoup plus grand. Ce que Ryan m'a dit lorsqu'il a répondu à cet appel allait tout changer entre nous pour toujours. Ryan a répondu à la 2e sonnerie, sa voix encore chargée de l'euphorie de la fête de la veille. « Mec, quelle surprise! Comment as-tu su pour la fête ?» Sa question innocente m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il croyait vraiment que je n'étais pas au courant. Je l'ai vu sur le compte Instagram de maman. Ma voix était plus maîtrisée que je ne me sentais.
Ça avait l'air génial. 40 personnes. C'est ça? Un silence gênant s'est installé au bout du fil. Lorsque Ryan a repris la parole, son enthousiasme s'était complètement évaporé. Oh, mec, écoute, ce n'était rien de personnel. Maman a pensé qu'il valait mieux que ce soit un petit comité, tu vois? Juste la famille proche. La famille proche. 40 personnes, c'était la famille proche, mais moi, son frère, je n'en faisais pas partie. Ryan, je suis ton frère. Les mots sont sortis plus blessants que je ne le voulais. Ton seul frère. Je sais, je sais. Il a poussé un profond soupir. Écoute, maman a dit que tu ferais probablement tout un drame parce que tu es designer ou quelque chose comme ça. Que tu trouves toujours le moyen de tout ramener à toi. Elle voulait juste que ce soit une journée tranquille pour moi. Chaque mot était un coup de poignard. Ma propre mère avait construit un récit selon lequel j'étais problématique et mon frère avait complètement adhéré à cette version. Quand est-ce que j'ai fait des histoires parce que j'étais designer, Ryan? Donne-moi un exemple. Encore le silence. Parce qu'il n'y avait pas d'exemple. Juste des années où j'avais été discret sur ma réussite, tandis qu'il célébrait chacune de ses petites victoires comme si c'était un miracle. Mec, ce n'est pas une question d'exemple précis. C'est plutôt une impression générale, tu vois? Maman a dit que tu étais parfois un peu compétitif. Compétitif. Moi qui applaudissais toujours ses réussites. Moi qui lui avais proposé de travailler gratuitement pour sa fête. Moi qui ne mentionnais jamais que mon revenu annuel dépassait le sien de 70%. Alors vous avez planifié ça depuis des semaines et vous m'avez délibérément exclu. Nolan. Commença Ryan, mais je l'interrompis. Réponds-moi simplement. Vous vous êtes tous assis et avez décidé de ne pas m'inviter. Le silence qui s'ensuivit fut une réponse suffisante. C'était l'idée de maman, murmura-t-il finalement. Elle a dit que ce serait plus facile ainsi. Moins compliqué. Moins compliqué. Comme si mon existence était une complication. Je comprends. Ma voix était devenue étrangement calme. Merci pour ton honnêteté, Ryan. Ne sois pas comme ça, mec. On peut faire quelque chose rien que tous les deux la semaine prochaine. D'accord? Une consolation. Comme si un déjeuner forcé pouvait effacer des années passées à être traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille. Bien sûr, mentis-je. On se verra. Après avoir raccroché, je suis resté immobile dans ma cuisine, assimilant l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas un malentendu. C'était une exclusion coordonnée et délibérée. Ma mère avait dépeint mon image comme quelqu'un de problématique et de compétitif pour justifier de m'exclure de la fête. Et tout le monde, sans exception, avait convenu que je ne méritais pas d'être là. Le pire, c'était de réaliser que Ryan croyait sincèrement qu'il me protégeait en acceptant cette version des faits. Dans son esprit, il était gentil de me tenir à l'écart d'une situation où je causerais des problèmes. Mon téléphone a vibré, m'annonçant un message de ma cousine Jessica, qui était à la fête hier. « Salut Nolan. J'ai trouvé bizarre que tu ne sois pas à la fête de Ryan hier. Ta mère a dit que tu étais en déplacement professionnel. Tout va bien? En déplacement professionnel. » Ils avaient donc même préparé une excuse pour expliquer mon absence. Un mensonge soigneusement élaboré pour que personne ne se demande pourquoi le frère du fêté n'était pas présent. J'ai rapidement répondu, je n'étais pas en déplacement. Je n'ai pas été invité. 3 petits points sont apparus et ont disparu plusieurs fois avant qu'elle ne réponde. Vraiment? C'est bizarre. Je pensais qu'il s'agissait d'un malentendu. Désolé, Nolan. Un malentendu. Si seulement c'était aussi simple. Au cours de l'après-midi, d'autres messages sont arrivés. Des cousins me demandaient pourquoi je n'étais pas là. Des amis de la famille exprimaient leur confusion quant à mon absence. Chaque conversation révélait une nouvelle facette de la mise en scène orchestrée par ma mère. À certains, elle avait dit que j'étais malade. À d'autres, que j'avais un rendez-vous professionnel important. À quelques-uns, que j'avais décliné l'invitation parce que je traversais une période difficile. Chaque excuse brossait un tableau différent, mais tout avait un point commun. Elle me dépeignait comme quelqu'un de problématique ou d'instable d'une manière ou d'une autre. Assise sur mon canapé, regardant le soleil se coucher sur Seattle, j'ai pris conscience d'une chose. Ma famille ne m'avait pas seulement exclu d'une fête. Elle avait activement géré ma réputation, contrôlant le récit sur qui j'étais et pourquoi je ne méritais pas d'être présente. Ce n'était pas de la cruauté impulsive. C'était de la manipulation calculée. Ma mère avait utilisé des années de petites remarques désobligeantes sur mon travail, ma personnalité et mes choix pour monter un dossier contre moi. Et quand est venu le moment d'une importante fête de famille, tout le monde a adhéré à sa version de l'histoire.
Le plus douloureux était que Ryan, mon propre frère, avait non seulement accepté mon exclusion, mais qu'il s'en était même réjoui. Dans son esprit, j'étais le problème qu'il fallait tenir à distance pour qu'il puisse passer une journée parfaite. Alors que je nettoyais les morceaux de la tasse cassée qui jonchaient encore le sol de la cuisine, une froide détermination commença à se former dans ma poitrine. S'il voulait me traiter comme un problème, il était peut-être temps que je me comporte comme tel. Mais pas de la manière dont il s'y attendait. Pas avec des drames ou des confrontations émotionnelles qui ne feraient que valider leur récit à mon sujet. Non, ma réponse serait bien plus calculée que cela. Alors qu'ils se réjouissaient de m'avoir écarté de leur fête parfaite, ils ne se doutaient pas qu'ils venaient de me faire le plus beau cadeau possible. Une vision claire de qui ils étaient vraiment. Et maintenant que je voyais la vérité, il était temps d'agir en conséquence. Ce qu'ils allaient découvrir dans les semaines suivantes allait changer à jamais la dynamique de notre famille. Dans les jours qui ont suivi, les mensonges ont commencé à se dévoiler comme une tumeur métastatique. Chaque conversation révélait une nouvelle couche de déception orchestrée par ma famille. Ma tante Rebecca m'a appelé jeudi, la voix chargée d'une inquiétude feinte. « Nolan, mon chéri, j'espère que tu te sens mieux après ton intoxication alimentaire. Ta mère m'a dit que tu avais été très malade ce week-end. » Une intoxication alimentaire. Celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Tante Rebecca, je n'ai pas eu d'intoxication alimentaire. Je n'ai pas été invité à la fête de Ryan. Le silence qui a suivi était assourdissant. Quand elle a enfin parlé, sa voix avait complètement changé. Oh, eh bien, j'ai peut-être mal compris. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Ma propre tante, qui me connaît depuis mon enfance, avait cru sans broncher que j'étais trop instable pour me présenter à une fête de famille. Vendredi, j'ai découvert que la campagne de désinformation s'était étendue au-delà de la famille. Mon client de longue date, Peterson Holdings, a annulé notre contrat de 6 mois pour la refonte de l'identité visuelle de l'entreprise. Nous avons décidé de prendre une autre direction, m'a expliqué Marcus Peterson au téléphone, d'une voix étrangement formelle. Nous avons entendu dire que vous traversiez peut-être des problèmes personnels. Nous avons besoin de quelqu'un qui soit totalement concentré. Des problèmes personnels. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai rapidement fait le lien. Peterson jouait au golf avec mon oncle David, le frère de ma mère. 25 000 $ de revenus perdus à cause de ragots familiaux. Le lundi, un autre client, Riverside Marketing, a décidé de suspendre notre projet. Le mardi, la propriétaire d'une boutique locale, qui m'avait engagé pour créer du matériel promotionnel, a annulé notre réunion en disant qu'elle avait entendu des choses inquiétantes sur ma stabilité professionnelle. Ma réputation, méticuleusement construite au cours des 8 dernières années, était systématiquement détruite par des rumeurs et des demi-vérités répandues par ma propre famille. Le moment le plus douloureux est survenu lorsque ma grand-mère m'a appelé mercredi soir. « Nolan, mon chéri », sa voix fragile trahissait une véritable tristesse. « Ta mère m'a parlé de tes problèmes. De la façon dont tu te bats. »« Grand-mère, je ne me bats contre rien. Ils ne m'ont pas invité à la fête de Ryan. »« Mon chéri, » soupira-t-elle, le déni est la première étape. Marlène m'a dit que tu avais inventé toute cette histoire de non-invitation parce que tu n'acceptes pas d'avoir besoin d'aide. Marlène. Ma mère avait même monté ma grand-mère contre moi, dépeignant l'image d'un petit-fils déçu qui inventait des fantasmes pour éviter d'assumer ses responsabilités. Grand-mère, je peux te montrer les messages, les photos Instagram. Oh, mon chéri, les photos peuvent être retouchées de nos jours. L'important, c'est que tu acceptes l'aide qui t'est offerte. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Pas de tristesse, mais d'une colère froide et calculée que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ils ne m'avaient pas seulement exclu. Ils avaient transformé mon absence en arme, la transformant en un récit sur l'instabilité mentale qui justifiait rétrospectivement leurs décisions et sabotait simultanément ma capacité à fonctionner de manière indépendante. C'est alors qu'Isla a frappé à ma porte avec une bouteille de vin rouge et une expression déterminée. « Je viens d'apprendre pour Peterson Holdings », m'a-t-elle dit en me mettant la bouteille dans les mains. Et pour Riverside. Et pour la boutique de Sarah. Isla était ma meilleure amie depuis l'université, une photographe indépendante qui comprenait les pressions liées au travail indépendant. Plus important encore, elle connaissait ma famille depuis des années et n'avait jamais adhéré à ces manipulations. Ils détruisent ton entreprise, Nolan. Il faut que ça cesse. Nous nous sommes assis sur ma terrasse, regardant le soleil se coucher sur Seattle, tandis que je lui racontais chaque détail de ma semaine. Isla écoutait sans m'interrompre, secouant parfois la tête avec dégoût. « C'est de la guerre psychologique classique », a-t-elle finalement déclaré. « Ils t'ont isolé socialement, ils ont attaqué ta source de revenus et maintenant ils contrôlent le discours sur ta santé mentale. C'est de la manipulation systémique.
Mais pourquoi? La question qui me tourmentait depuis des jours a finalement été posée. Pourquoi me déteste-t-il autant? Islam a étudié longuement. Ils ne vous détestent pas, Nolan. Ils vous craignent. Ils me craignent. Réfléchissez Y. Vous vous êtes construit une vie indépendante. Vous avez votre propre appartement, votre propre entreprise, vos propres clients. Vous n'avez pas besoin d'eux pour vous valider ou vous soutenir financièrement. Cela les menace. Pour la première fois depuis des jours, autre chose que la douleur et la confusion a commencé à prendre forme dans ma poitrine. Une compréhension limpide que cela n'avait jamais rien à voir avec la fête de Ryan. Ryan a toujours été le fils préféré parce qu'il correspond parfaitement à leur modèle, a poursuivi Isla. Un travail traditionnel dans une entreprise, une maison en banlieue, un mariage conventionnel. Tu représentes une alternative qui remet en question leur choix. Alors ils ont décidé de me détruire. Ils ont décidé de te contrôler. Mais, Nolan. Elle s'est penchée en avant, les yeux brillants d'une intensité que je voyais rarement. Et si, au lieu de réagir de manière défensive, tu répondais d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée? Ce soir-là, après le départ d'Isla, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, une idée prenant forme dans mon esprit. Une idée si audacieuse, si complètement opposée à ce qu'ils attendaient de moi, qu'elle pourrait tout changer. S'ils voulaient me dépeindre comme instable et problématique, s'ils voulaient utiliser mon exclusion comme preuve que je ne méritais pas d'être présent, alors peut-être était-il temps d'accepter complètement ce récit. Mais pas de la manière dont ils l'espéraient. Le jeudi matin, j'ai commencé à passer des coups de fil. Non pas pour confronter ma famille ou supplier qu'on m'inclue, mais pour quelque chose de bien plus intelligent. Le premier appel était destiné à David Chen, l'un de mes anciens clients qui était devenu un véritable ami. David dirigeait une galerie d'art réputée dans le centre de Seattle et avait fait appel à mes services à plusieurs reprises au fil des ans. « David, j'ai besoin d'une faveur un peu inhabituelle. » ai-je commencé, d'une voix étonnamment ferme. « Bien sûr, mec. Qu'est-ce que c'est? Serais-tu intéressé par l'organisation d'une exposition d'art thérapeutique? Quelque chose axé sur la guérison familiale et le dépassement des traumatismes? » Il y a eu un silence. « C'est spécifique. Tu as des artistes en tête? » En fait, oui. Plusieurs artistes locaux qui travaillent sur les thèmes de l'exclusion sociale et de la reconstruction de l'identité. Cela pourrait être vraiment puissant. Envoie-moi plus de détails par email. Si la curation est bonne, je peux y réfléchir. Le deuxième appel était destiné à Jennifer Walsh, une journaliste indépendante qui couvrait la scène artistique locale pour le Seattle Times. Nous avions travaillé ensemble sur quelques projets promotionnels. Jen, j'ai une histoire qui pourrait vous intéresser. Un projet artistique collaboratif sur les dynamiques familiales toxiques et la manière dont les artistes utilisent leur créativité pour surmonter les traumatismes émotionnels. Cela semble intriguant. Est-ce personnel? Très personnel. Et très pertinent pour d'autres personnes confrontées à des situations similaires. Le troisième appel était le plus important. C'était pour Marcus Rivera, un thérapeute familial que j'avais rencontré lors d'une conférence sur le design thérapeutique l'année précédente. Marcus, tu te souviens de notre conversation sur l'utilisation de l'art comme outil de guérison familiale? Je pense créer un atelier pratique. Quelque chose qui documente le processus complet de guérison. Nolan, ce serait formidable. La communauté thérapeutique est toujours à la recherche d'approches innovantes pour traiter les traumatismes familiaux. En raccrochant après cet appel, une calme détermination avait complètement remplacé la colère et la douleur des derniers jours. Ma famille avait essayé de me définir comme problématique et instable. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils venaient de me fournir le matériau parfait pour une histoire très différente. S'ils voulaient que je sois le membre de la famille à problème, alors je le serais. Mais ce serait d'une manière qui transformerait cette perception en quelque chose de bien plus grand et puissant qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Le projet qui naissait dans mon esprit n'était pas une réaction impulsive ou un appel désespéré à l'attention. C'était quelque chose de bien plus calculé et transformateur. Ils m'ont donné une histoire d'exclusion et de rejet familial. J'étais sur le point d'en faire le fondement de quelque chose qui non seulement guérirait ma propre douleur, mais aiderait des centaines d'autres personnes confrontées à des situations similaires. Et le plus beau dans tout ça, une fois terminé, ils ne pourraient pas attaquer ou discréditer mon travail sans apparaître exactement pour ce qu'ils étaient. Une famille toxique essayant de faire taire une victime qui avait trouvé sa voie. Le vendredi soir, j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Pas un plan de vengeance, mais quelque chose de bien plus puissant. Une feuille de route pour la transformation. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils ne se doutaient pas qu'ils m'avaient simplement donné les outils pour construire quelque chose d'extraordinaire à partir des morceaux. Au cours des 2 semaines suivantes,
Alors que ma famille célébrait en silence avoir réussi à me gérer, je construisais quelque chose qu'ils ne pourraient jamais imaginer. La galerie de David Chen est devenue mon quartier général officieux. Nous passions des heures à discuter de la conservation de l'exposition, mais ce n'était que la surface de ce qui se passait réellement. J'ai besoin de mieux comprendre ces dynamiques familiales toxiques, m'a dit David un mardi, en feuilletant les croquis de mes concepts. En tant que designer, comment traduisez-vous un traumatisme émotionnel en éléments visuels? C'était la question parfaite. Au cours des 3 jours suivants, j'ai créé une série de panneaux interactifs qui documentaient les schémas de manipulation familiale. Chaque pièce n'était pas seulement de l'art, c'était une preuve méticuleusement organisée. Le premier panneau s'intitulait « Récits fabriqués ». Il présentait des SMS, des emails et des conversations transcrites réelles dans lesquelles ma famille contredisait ses propres versions des événements. À côté, des horodatages prouvaient les incohérences. Jennifer Walsh, du Seattle Times, a été fascinée lorsque je lui ai montré les prototypes jeudi. C'est du journalisme d'investigation déguisé en art thérapeutique, a-t-elle déclaré en ajustant ses lunettes tout en examinant les détails. Vous documentez le gaslighting en temps réel. Exactement. Mais il ne s'agit pas d'une exposition malveillante. Il s'agit de schémas reconnaissables que d'autres personnes peuvent identifier dans leur propre vie. Le deuxième panneau, isolement systématique, retraçait comment mon exclusion avait été orchestrée au fil des mois. Les liens entre les annulations de clients et les membres de la famille. La chronologie des fausses histoires sur mon instabilité et qui les avait lancées. Marcus Rivera, le thérapeute familial, a apporté un point de vue clinique lors de sa visite vendredi. Vous avez créé une étude de cas visuel sur la violence émotionnelle systématique, a-t-il observé. Cela sera très utile non seulement pour les victimes, mais aussi pour les professionnels qui travaillent avec des dynamiques familiales dysfonctionnelles. Mais le troisième panneau était mon chef-d'œuvre, conséquences involontaires. Il documentait comment les actions toxiques de la famille avaient créé des répercussions qui m'avaient affecté non seulement moi, mais aussi des clients innocents, des amis et même d'autres membres de la famille qui avaient été contraints de choisir leur camp sur la base d'informations erronées. C'est dans ce panneau que se révélait le véritable génie de mon plan. Pendant que je construisais ces pièces, chaque interaction avec ma famille devenait une occasion de collecter des données. Lorsque ma mère m'a appelé mercredi pour voir comment j'allais, j'ai enregistré la conversation. « Nolan, chérie, nous voulons juste nous assurer que tu prends soin de ta santé mentale », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes. Tante Rebecca a mentionné que tu semblais confus lors de son appel. « Confus comment, précisément ?» ai-je demandé, en gardant un ton neutre tout en prenant des notes. « Eh bien, tu as inventé toute cette histoire selon laquelle tu n'avais pas été invité à la fête de Ryan. Nous savons que tu étais malade ce jour-là. Maman, j'ai des captures d'écran de la fête sur Instagram. Tu veux que je te les envoie ? » Une longue pause. Nolan, manipuler des photos numériques n'est pas sain. Nous devrions peut-être te faire aider par un professionnel. Manipuler des photos numériques. L'accusation était tellement absurde que j'ai failli éclater de rire. Mais c'était aussi la preuve parfaite de la longueur à laquelle ils étaient prêts à aller pour maintenir leur version des faits. Le vendredi suivant, Ryan s'est présenté à mon appartement sans prévenir. Je travaillais sur les derniers panneaux lorsque la sonnette a retenti. « Mec, c'est quoi tout ça ?» a-t-il demandé, les yeux balayant les documents éparpillés sur ma table à manger. Des photos imprimées, des transcriptions organisées, des chronologies détaillées. Un projet d'art-thérapie, ai-je répondu avec désinvolture. Sur le dépassement d'un traumatisme familial. Il a pris l'une des transcriptions, notre conversation téléphonique au sujet de la fête, et son visage a pâli. « Nolan, tu ne peux pas utiliser des conversations familiales privées dans quoi que ce soit. C'est de l'art basé sur une expérience personnelle. C'est tout à fait légal. Mais ça va faire passer la famille pour... » Il hésita, cherchant ses mots. « Pourquoi ? » Pour des gens horribles. L'ironie était délicieuse. C'étaient des gens horribles, du moins envers moi. Mais Ryan était sincèrement perturbé par la possibilité que ses actions aient des conséquences publiques. L'exposition porte sur des schémas, Ryan. Pas sur des individus en particulier. C'était techniquement vrai. Les noms seraient modifiés. Les visages seraient masqués. Mais toute personne connaissant notre famille reconnaîtrait immédiatement les événements. « Tu dois annuler ça », dit-il, d'un ton que je n'avais pas entendu depuis mon enfance, le même ton qu'il utilisait lorsqu'il essayait de me dissuader de faire quelque chose qu'il voulait. Je ne peux pas annuler. J'ai déjà pris des engagements professionnels. C'était également vrai. David avait confirmé les dates. Jennifer préparait l'article.
Marcus avait organisé une table ronde avec d'autres thérapeutes. Le projet avait pris son envol. Ryan est parti sans dire au revoir, mais pas avant d'avoir pris une photo avec son téléphone portable de mes documents de travail. Je l'ai laissé faire. Je savais exactement ce qu'il allait en faire. Le lundi, comme prévu, ma mère m'a appelé, furieuse. « Nolan Michael Thompson, tu vas arrêter immédiatement cette folie. » Elle avait utilisé mon nom complet, comme quand j'étais enfant et que j'avais fait une bêtise. Mais je n'étais plus un enfant. De quelle folie parles-tu, maman? Tu sais très bien de quoi je parle. Ryan m'a montré tes collections de preuves ou quoi que ce soit d'autre. C'est un projet artistique sur la guérison des traumatismes familiaux. C'est une campagne de diffamation. Et si tu n'arrêtes pas immédiatement, nous prendrons des mesures légales. Des mesures légales. La menace qu'ils utilisaient toujours lorsqu'ils perdaient le contrôle. Mais cette fois, j'étais prêt. N'hésite pas à consulter un avocat, maman. Je suis sûr qu'il t'expliquera tes droits en matière d'art basés sur des expériences personnelles documentées. Le silence qui s'ensuivit était chargé d'une émotion que je n'avais jamais entendue auparavant dans la voix de ma mère, la peur. Ce soir-là, Isla est venue dîner et revoir les panneaux finaux. Sa réaction a été exactement celle que j'attendais. « Nolan, c'est génial. Tu as transformé le gaslighting en documentaire visuel. Tu as transformé l'isolement en connexion. Chaque personne qui verra cela reconnaîtra quelque chose de ses propres expériences familiales. C'est le but. Mais tu comprends qu'il n'y a pas de retour en arrière, n'est-ce pas? Une fois que cela sera rendu public, ta famille ne te pardonnera jamais. » J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Un sourire sincère, pas forcé. Isla, ils n'ont jamais eu l'intention de me pardonner depuis le début. La différence, c'est que maintenant, je crée quelque chose de constructif à partir de la douleur qu'ils m'ont causée, au lieu de simplement l'absorber et l'accepter. Si vous suivez ce parcours de transformation et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires similaires de personnes qui ont refusé d'accepter un traitement injuste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La veille du vernissage de l'exposition, j'ai reçu un appel inattendu. C'était ma grand-mère, avec sa voix fragile mais déterminée. « Nolan, mon chéri, j'ai quelque chose d'important à te dire au sujet de ta mère et de ta tante Rebecca. » Ce qu'elle m'a révélé lors de cet appel a non seulement confirmé mes soupçons les plus profonds sur les schémas familiaux, mais m'a également donné la dernière pièce du puzzle. Une pièce qui allait transformer mon exposition d'art thérapeutique personnel en quelque chose de beaucoup plus grand et plus percutant que ce que j'avais prévu. L'appel de ma grand-mère à la veille de l'exposition a tout changé. « Nolan, mon chéri. » Sa voix tremblante trahissait une détermination à laquelle je ne m'attendais pas. « Je dois te raconter ce qui est arrivé à ton oncle Michael il y a 20 ans. » Oncle Michael. Le nom qui était rarement mentionné lors des réunions de famille. Le frère cadet de ma mère qui avait déménagé dans un autre état quand j'étais enfant. Ta mère et Rebecca ont fait exactement la même chose avec lui, a poursuivi grand-mère. Elles ont répandu des rumeurs sur son instabilité mentale, l'ont isolé de la famille, ont saboté ses relations. Michael a essayé d'ouvrir un restaurant, et elles ont convaincu les investisseurs qu'il était irresponsable financièrement. Ma main a serré le téléphone plus fort. Que lui est-il arrivé? Il a tout perdu. Le restaurant, sa fiancée, presque sa santé mentale. Il a déménagé dans l'Oregon et nous ne nous sommes plus jamais parlé. Mais Nolan. Sa voix est devenue pressante. Il m'a envoyé des lettres pendant des années. Des lettres que ta mère interceptait lorsqu'elles arrivaient ici. Des lettres. La preuve d'un schéma qui remontait à plusieurs décennies. Grand-mère, tu as encore ces lettres. Toutes. Je les ai rangées dans une boîte dans le grenier quand j'ai emménagé ici. Marlène ne sait pas qu'elles existent. Le matin du vernissage, David Chen est arrivé tôt à la galerie, l'air complètement incrédule. « Nolan, j'ai quelque chose d'urgent à te dire », a-t-il dit en tenant son téléphone. « Quelqu'un essaie d'annuler notre exposition. » Mon estomac s'est noué. « Quoi ? Ta mère a appelé le propriétaire de l'immeuble ce matin, affirmant que tu avais des problèmes de santé mentale et que cette exposition pouvait être dangereuse pour les visiteurs. Elle menace de nous poursuivre pour négligence. La stratégie était prévisible, mais néanmoins efficace. Attaquer ma crédibilité mentale pour discréditer l'ensemble du projet. Qu'a répondu le propriétaire? Au début, il était nerveux. Mais je lui ai montré nos assurances, les autorisations de la mairie, les références professionnelles de toutes les personnes impliquées. David a souri. Et j'ai mentionné que le Seattle Times serait là pour couvrir l'événement. Il a rapidement reculé. Marcus Rivera est arrivé 1 heure plus tard avec des nouvelles encore plus intéressantes. Nolan, tu ne vas pas le croire.
J'ai reçu 3 appels ce matin de personnes qui se sont présentées comme des parents inquiets et qui m'ont demandé des informations sur mon travail avec toi. Elles voulaient toutes savoir si je pensais que tu étais apte à participer à des événements publics. La campagne de sabotage s'était considérablement intensifiée. Mais elle se retournait contre eux. Chaque appel ne fait que confirmer que nous exposons quelque chose d'important, a poursuivi Marcus. Les familles saines n'orchestrent pas des campagnes de cette ampleur pour faire taire l'un de leurs membres. À 2 heures de l'après-midi, 1 heure avant l'inauguration, Ryan est apparu dans la galerie. Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Des gouttes de sueur perlaient sur son front malgré la climatisation. « Nolan, tu dois arrêter ça », dit-il, ignorant complètement David et Marcus. « Maman est à l'hôpital. » Mon cœur fit un bond avant que la logique ne reprenne le dessus. Quel hôpital? Swedish Medical. Elle a fait une crise d'angoisse quand elle a appris que l'exposition n'était pas annulée. Une crise d'angoisse bien pratique qui coïncidait parfaitement avec le vernissage. La manipulation était transparente, mais Ryan y croyait clairement. « Ryan, tu veux voir ta mère se rétablir ?» Il m'a regardé d'un air confus. « Bien sûr. Alors tu devrais rester ici et voir ce qui m'est réellement arrivé. Voir les preuves. Comprendre pourquoi elle est si désespérée d'empêcher les gens de voir ça. » À 3 heures, les premiers visiteurs ont commencé à arriver. Jennifer Walsh, du Seattle Times, photographiait méthodiquement les panneaux. Les visiteurs parcouraient silencieusement les présentoirs, beaucoup s'arrêtant pour lire chaque transcription en détail. C'est lorsque j'ai vu Tia Rebecca entrer par la porte principale que j'ai su que l'affrontement principal approchait. Elle s'est dirigée directement vers moi, suivie de 2 hommes en costume qui n'étaient clairement pas des membres de la famille. « Nolan Thompson », a dit l'un des hommes, « je suis l'avocat de Madame Rebecca Williams. Cette exposition contient des éléments diffamatoires et constitue une atteinte à la vie privée. Nous exigeons qu'elle soit immédiatement fermée. » David Chen est apparu à mes côtés instantanément. Et je suis David Chen, propriétaire de cette galerie. Nous avons toutes les autorisations légales nécessaires pour cette exposition d'art basée sur des expériences personnelles. Des expériences personnelles, a craché Rebecca. Ce sont des conversations familiales privées déformées par un esprit malade. Son choix de mots était parfait. Exactement le genre de langage qui validait tous les points de mon exposé. « Tante Rebecca, dis-je calmement, aimeriez-vous expliquer à ces personnes pourquoi une conversation téléphonique avec ma mère, dans laquelle elle admet créer de faux récits sur ma santé mentale, est considérée comme privée ?» Son visage pâlit légèrement. « Ou peut-être préférez-vous expliquer pourquoi 3 de mes clients ont résilié leur contrat après avoir discuté avec des membres de leur famille ?» Marcus Rivera s'approcha avec sa tablette. En fait, cela illustre parfaitement le panneau 3 sur l'isolement systématique. Il fit pivoter l'écran pour montrer un graphique détaillé reliant les résiliations de contrats de clients à des membres de leur famille par le biais de degrés de séparation sociale. Il s'agit d'une cartographie scientifique de la manière dont les fausses informations se propagent à travers les réseaux sociaux pour causer des dommages économiques, expliqua Marcus à l'avocat. C'est la preuve d'un schéma coordonné et non d'un simple défoulement émotionnel. L'avocat examina l'écran de plus près, reconnaissant clairement qu'il avait affaire à des documents professionnels et non à une simple thérapie par l'art. C'est à ce moment-là que ma grand-mère est entrée dans la galerie. À 82 ans, elle marchait lentement mais avec détermination, portant un carton que j'ai immédiatement reconnu grâce à la description qu'elle m'en avait faite au téléphone. « Rebecca, ma chérie », a dit grand-mère de sa voix douce, mais pleine de détermination. « J'ai pensé que tu aimerais voir quelques vieilles lettres que j'ai trouvées. » Rebecca se figea complètement. Des lettres de Michael à mon intention. 23 ans de correspondance détaillant exactement le même schéma que celui documenté sur ces panneaux. Elle posa la boîte sur une table voisine et en retira le couvercle. Des centaines d'enveloppes jaunies par le temps apparurent, toutes adressées à notre grand-mère, toutes affranchies dans l'Oregon. Michael écrivait à propos de sabotage professionnel, de campagnes de diffamation, d'isolement familial, voire de clients annulant leur contrat après des conversations inquiétantes avec des proches. Grand-mère regarda Rebecca droit dans les yeux. Les mêmes tactiques, mot pour mot. Jennifer Walsh s'approcha avec son appareil photo, mais grand-mère lui fit signe d'attendre. Ce qui est intéressant, c'est que Michael a également tout documenté méticuleusement. Les noms, les dates, les liens spécifiques entre les annulations de contrats et les conversations familiales. Elle sortit un dossier de la boîte. Y comprit des enregistrements de conversations téléphoniques où toi et Marlène coordonniez vos histoires. Le silence dans la salle était absolu. L'avocat de Rebecca lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, et elle a secoué violemment la tête. Ryan,
qui était resté silencieux pendant toute l'interaction, a finalement pris la parole. « Grand-mère, est-ce vrai ?» Elle s'est tournée vers lui avec une expression infiniment triste. « Ryan, mon chéri, penses-tu que ton frère a tout inventé? Qu'il a créé de fausses preuves, falsifié des transcriptions, manipulé les horodatages des SMS ?» Ryan regarda les panneaux autour de nous comme s'il les voyait pour la première fois. Preuve après preuve d'une manipulation systématique, toute vérifiable, toute documentée avec une précision scientifique. Mais maman a dit. Ta mère a dit exactement la même chose à propos de Michael il y a 23 ans, l'interrompit gentiment grand-mère. Et avant lui, à propos de ton oncle James. Et avant James, à propos de ma sœur Dorothy quand nous étions jeunes. L'ampleur de la révélation frappa non seulement Ryan, mais toutes les personnes présentes dans la galerie. Il ne s'agissait pas d'un incident familial isolé, mais de décennies de comportements systématiques. Rebecca attrapa le bras de l'avocat. « Partons. Maintenant. » Mais il était trop tard. Jennifer Walsh avait tout filmé. Marcus Rivera prenait furieusement des notes. David Chen souriait avec la satisfaction de quelqu'un qui reconnaît un tournant historique dans un récit quand il en voit un. Quand ils sont sortis, Ryan s'est approché du tableau principal, le calendrier détaillé de mon exclusion de son anniversaire. « Nolan » a-t-il murmuré. « Ils ont vraiment fait tout ça. » Je l'ai regardé lire chaque entrée, chaque transcription, chaque élément de preuve. J'ai vu son expression passer du déni à la compréhension, puis à l'horreur. « Ils m'ont utilisé » murmura-t-il. « Ils m'ont fait croire que je te protégeais, alors qu'en réalité, tu étais manipulé toi aussi, Ryan. » Il acquiesça lentement, toujours en étudiant les panneaux. « Que faisons-nous maintenant ?» Sa question résonna dans la galerie. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes présentes qui reconnaissaient des éléments de leur propre expérience familiale dans ma documentation. Ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi allait non seulement transformer ma famille à jamais, mais aussi créer des vagues qui allaient bien au-delà de nos vies personnelles. Au cours des 6 semaines suivantes, l'exposition « Family Pattern » est devenue un phénomène que personne n'avait anticipé. L'article de Jennifer Walsh dans le Seattle Times a été republié dans 12 journaux nationaux. Marcus Rivera a été invité à 3 conférences sur les dynamiques familiales toxiques. David Chen a dû prolonger l'exposition de 2 mois en raison de la demande. Plus important encore, 43 personnes m'ont contacté personnellement pour partager leurs propres expériences de manipulation familiale systématique. Chaque histoire faisait écho au même schéma documenté dans mes panneaux. Ma mère n'est jamais sortie de l'hôpital. Non pas parce qu'elle était physiquement malade, mais parce que le récit de la crise d'angoisse était devenu sa seule défense contre la pression sociale croissante. Lorsque des amis et des voisins ont commencé à poser des questions sur les révélations de l'exposition, elle a choisi l'isolement volontaire. Tante Rebecca a déménagé à Phoenix sans prévenir, laissant seulement une note disant qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. Personne dans la famille ne connaissait sa nouvelle adresse. Le plus surprenant a été l'appel que j'ai reçu de mon oncle Michael, qui vit dans l'Oregon. Nolan. Sa voix était chargée d'une émotion à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai vu l'article en ligne. 23 ans à attendre ça. Il a conduit 8 heures jusqu'à Seattle juste pour voir l'exposition en personne. Nous avons passé 3 heures à parcourir les panneaux, lui soulignant les parallèles exacts avec sa propre expérience 2 décennies plus tôt. « Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire », m'a-t-il dit en étudiant le panneau sur les preuves médico-légales. « Tu as tout documenté méthodiquement. Moi, je me suis simplement enfui. » S'enfuir est parfois la réponse la plus sensée, ai-je répondu. Michael a secoué la tête. Pas quand vous laissez d'autres membres de votre famille vulnérables derrière vous. C'est alors que j'ai pleinement compris l'ampleur de la transformation. Je ne faisais pas que guérir ma propre douleur, je brisais un cycle générationnel d'abus émotionnels. Ryan est devenu mon allié le plus inattendu. Après avoir passé des semaines à assimiler l'ampleur des manipulations, il m'a contacté avec une proposition. « Je veux aider d'autres personnes qui ont vécu la même chose », m'a-t-il dit. Je pense quitter la banque et étudier la thérapie familiale. 6 mois plus tard, il était inscrit à un programme de maîtrise en psychologie clinique, utilisant notre expérience familiale comme base pour sa thèse sur la détection précoce du gaslighting systématique. Ma grand-mère, âgée de 82 ans, est devenue une conférencière improvisée. 3 organisations pour personnes âgées l'ont invitée à parler de la manière de reconnaître et d'interrompre les schémas familiaux toxiques qui se transmettent de génération en génération. Ce n'est pas une question d'âge ou de sagesse, a-t-elle déclaré lors d'une présentation à laquelle j'ai assisté. C'est une question de courage pour affronter des vérités inconfortables sur les personnes que nous aimons. L'impact professionnel a été tout aussi transformateur.
Les clients qui avaient annulé leur contrat sur la base de ragots familiaux sont non seulement revenus, mais ils ont également apporté des références. Peterson Holdings m'a proposé un contrat de 2 ans, dont le montant avait doublé par rapport à l'original, avec des excuses officielles pour décisions précipitées fondées sur des informations erronées. Plus important encore, 3 entreprises de thérapie familiale m'ont engagé pour développer du matériel visuel éducatif sur la manipulation psychologique. Mon travail, né d'une douleur personnelle, était devenu un outil professionnel pour aider d'autres familles. La dernière conversation avec ma mère a eu lieu 4 mois après l'exposition. Elle m'a appelé d'un numéro inconnu, sa voix plus fragile que dans mes souvenirs. « Nolan, tu avais raison sur tout, » soupira-t-elle. « Mais je ne sais pas comment réparer cela. » Maman, réparer ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie choisir des comportements différents à l'avenir. Est-il trop tard pour cela? Je regardais par la fenêtre de mon nouveau bureau, où le panneau original « Récit fabriqué » occupait désormais une place d'honneur sur le mur. Il n'est jamais trop tard pour choisir l'honnêteté plutôt que le contrôle. Elle a pleuré en silence pendant plusieurs minutes avant de raccrocher. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. 1 an plus tard, à l'occasion du 2e anniversaire de l'exposition, Ryan a organisé un dîner avec tous ceux qui m'avaient soutenu. Isla, David Chen, Marcus Rivera, Jennifer Walsh, ma grand-mère et même Michael, qui étaient revenus s'installer à Seattle. À Nolan, a trinqué Ryan, qui a transformé l'exclusion en inclusion, la douleur en détermination et le silence en voix. En observant les visages autour de la table, ces personnes qui avaient choisi de me soutenir alors que ma famille biologique m'avait abandonné, j'ai compris la leçon la plus profonde de toute cette expérience. La famille n'est pas déterminée par l'ADN ou les noms de famille. Elle se construit par des choix cohérents de soutien mutuel, d'honnêteté et de célébration sincère des succès de chacun. Ma vraie famille était assise à cette table. Des personnes qui me connaissaient parfaitement et qui avaient choisi de m'aimer inconditionnellement. Si cette histoire de dépassement de soi et de transformation familiale vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons des dizaines d'histoires similaires sur des personnes qui ont refusé d'accepter un traitement injuste et ont construit des vies extraordinaires à partir des cendres de relations toxiques. La semaine dernière, j'ai reçu une photo par la poste. Ryan obtenait son master, avec ma grand-mère qui applaudissait au premier rang. Au dos, il avait écrit « Merci de m'avoir appris que le courage familial signifie protéger la vérité, pas les apparences. » Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire quelque chose d'aussi beau et significatif à partir de vos cicatrices qu'ils réalisent exactement ce qu'ils ont perdu en choisissant de vous rabaisser. Et aujourd'hui, en voyant mon entreprise se développer en aidant d'autres personnes à documenter et à surmonter des traumatismes familiaux, je sais que j'ai choisi la bonne voie. Ils ont essayé de m'effacer de l'histoire de la famille. J'ai fini par devenir le chapitre le plus important.